Aux Ulysses, j'ai rencontré des gens très, très différents. J'ai pu croiser une commerçante d'origine polonaise, un retraité portugais, un postier antillais, une jardinière marocaine, un marathonien éthiopien. Toutes ces personnes qui venaient de tas d'endroits différents se retrouvaient côte à côte dans les mêmes commerces, dans les mêmes jardins, sur les mêmes places. Et malgré tout ce qu'on avait pu craindre après les attentats de janvier, la micro-société qui était constituée par les Ulysses, elle avait continué à fonctionner. Pascal Charrier est journaliste au service France de la Croix. 10 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, il revient sur l'un des reportages qu'il avait réalisé après le drame du 7 janvier 2015. Pascal Charrier s'était alors rendu aux Ulysses, une ville populaire dans l'Essonne où le mouvement Je suis Charlie avait trouvé peu d'écho auprès des habitants. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit. Bonjour, je m'appelle Pascal Charrier, je suis journaliste au service France de la Croix où j'occupe un poste de reporter. Et j'occupais déjà ce poste le 7 janvier 2015, donc il y a exactement 10 ans. Et je me souviens très bien de cette journée. J'étais à la rédaction quand on a tous reçu sur nos écrans d'ordinateur en fin de matinée ce qu'on appelle dans le jargon un urgent de l'AFP qui nous avertissait qu'il y avait des coups de feu qui avaient éclaté dans la rédaction de Charlie Hebdo. Il y a eu un petit moment de flottement, mais j'ai décidé d'y aller directement parce qu'on ne savait pas très bien ce qui se passait, mais on connaissait bien le contexte. Charlie Hebdo était menacé depuis 2006, depuis le jour où ils avaient publié des caricatures du prophète Mohamed. Ils étaient menacés par des organisations terroristes islamistes. Et donc, une fois que je suis arrivé sur place, j'ai bien compris que c'était très grave. Il y avait eu un carnage. Donc, il y a eu ce jour-là, il y a eu 12 morts, 11 morts dans les locaux et plus un policier qui a été tué à l'extérieur. Et parmi les victimes, il y avait des noms qu'on connaissait tous, même si on n'était pas l'acteur de Charlie Hebdo. Il y avait 4 dessinateurs, Charb, Wolinski, Cabu et Tinius qui avaient travaillé pour la Croix dans les années 90. Mais ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que ce n'était pas terminé. Donc le lendemain, le jeudi, il y a eu l'assassinat d'une policière municipale à Montrouge. Montrouge, c'est la ville où la Croix est installée d'ailleurs. Et puis le vendredi, il y a eu un attentat antisémite qui a visé un hypercachère à la porte de Vincennes. Donc c'est à la limite entre Paris, Vincennes et Saint-Mandé. C'est un commerce juif où un terroriste a tué 4 clients juifs. Donc on a rapidement compris ensuite que ces attaques étaient coordonnées. D'un côté, il y a eu les frères Kouachi qui ont attaqué Charlie Hebdo. Et de l'autre, il y avait un autre jeune Français radicalisé qui s'appelait Amédi Koulibaly qui lui a tué la policière à Montrouge, puis qui a attaqué ce hypercachère à la porte de Vincennes. Ces événements qui ont duré 3 jours ont suscité une émotion énorme en France, et pas seulement à Paris. Il y a eu des rassemblements partout, et tout ça a culminé le dimanche 11 janvier, où il y a eu des millions de Français qui sont descendus dans la rue pour manifester leur solidarité, pour manifester leur émoi, pour manifester leur émotion, et beaucoup brandissaient des affichettes où il y avait marqué « Je suis Charlie ». Et « Je suis Charlie », c'est un slogan en fait qui est apparu dès le mercredi, dès l'attaque de Charlie Hebdo, quelques heures après. C'est un slogan qui est apparu, je crois, sur le réseau qu'on appelait encore le réseau Twitter à l'époque. C'était une espèce de flambée, « Je suis Charlie », tout le monde présentait ce slogan, et pour moi c'était une évidence. « Je suis Charlie », ça voulait dire je défends la liberté de la presse, je défends les journalistes, mais je défends tout simplement la démocratie et la République, et je n'ai pas peur du terrorisme. À Paris aujourd'hui, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue pour dire non au terrorisme et rendre hommage aux 17 personnes tuées dans les 3 attaques. Je suis Charlie, flic, juif, je suis la République. Un crayon de dessinateur à la main comme seule arme. À des moments forts comme ça, on est là et on n'a pas peur, même pas peur, voilà. Et vive Charlie. Il fallait absolument qu'on soit là, qu'on partage ce moment en famille, ce moment de communion nationale avec tout le monde pour partager avec nos enfants les valeurs de la liberté, d'expression et de la République et de la démocratie. Sauf que on s'est aussi aperçu rapidement qu'en France, tout le monde n'était pas Charlie. Par exemple, il y a eu des minutes de silence qui ont été perturbées par des collégiens et par des lycéens dans les établissements scolaires.
Tout le monde n'est pas descendu pour manifester au moment des grands cortèges du 11 janvier. Et puis, de manière plus marginale et plus rare, il y a même eu des cas d'apologie du terrorisme avec des gens qui défendaient les frères Kouachi ou Koulibaly. Et à partir de ce moment-là, la Croix, on s'est dit, tiens, il faut qu'on aille aussi à la rencontre de cette autre France, cette France qui n'est pas Charlie, parce qu'au début, on pensait qu'il y avait une espèce d'unanimité partout et que tout le monde était Charlie, mais en fait, non. On s'est dit, à la fois, il faut aller sur le terrain pour rencontrer cette France qui n'est pas Charlie, puis il faut voir, en prenant un peu de recul, en laissant passer quelques semaines, qu'est-ce qui reste de tout ça, qu'est-ce qui reste de ce mouvement, qu'est-ce qui reste de cette émotion, qu'est-ce qui reste de cette unanimité. Donc, on a effectivement laissé passer un peu de temps. Et puis, à la fin de l'hiver, j'ai décidé de partir en reportage en banlieue parisienne. Et j'ai choisi la ville des Ulysses. Alors, les Ulysses, c'est une ville qui est située dans l'Essonne, qui a une vingtaine de kilomètres de Paris. C'est pas une ville énorme, c'est 25 000 habitants. C'est une ville de banlieue qui est un peu particulière. C'est une ville qui est sortie littéralement de terre dans les années 60-70. Là où a été construit les Ulysses, il n'y avait rien avant. Et donc, c'est un ensemble de grandes barres d'immeubles, mais aussi il y a beaucoup d'équipements publics, beaucoup d'espaces verts. Et au départ, c'est une ville qui a été conçue pour accueillir des cadres, des chercheurs, des ingénieurs, parce que c'est un coin de l'Île-de-France, il y a beaucoup d'entreprises et d'universités. Mais rapidement, la sociologie de la ville a évolué, donc c'est une ville qui s'est paupérisée, mais ce n'est pas non plus devenu un ghetto. C'est une ville qui reste relativement mixte, il y a à la fois des chrétiens, des musulmans. Il y a une synagogue, il y a un gros tissu associatif, il y a encore des universitaires qui habitent. C'est une ville aussi qui est extrêmement cosmopolite, il y a des tas de communautés différentes. Et je me suis dit que ce serait le bon endroit pour mesurer un peu, en laissant passer du temps, qu'est-ce qui reste de Charlie et pourquoi dans tous les quartiers de France, tout le monde n'était pas Charlie. Donc à partir de là, j'ai décidé de me rendre plusieurs fois aux Ulysses. Donc à la fin de l'hiver, j'ai passé beaucoup de temps juste à arpenter les rues, à discuter avec les gens, à visiter la ville, quoi. Et j'y passais tellement de temps que j'y allais le matin, le soir, parfois la nuit, à différentes heures du jour, de la nuit. J'ai passé du temps au centre commercial, je passais du temps dans les cafés, je passais du temps dans les kebabs. Et c'est un endroit où il y a aussi un peu de trafic de drogue et des points de deal. Et donc les jeunes qui étaient des guetteurs, en fait, m'avaient repéré. Et à un moment, il y en a qui me sont tombés dessus gentiment, mais assez fermement, en disant on vous a repéré, arrêtez votre petit jeu. Et en fait, ils pensaient que j'étais un policier en civil qui traînait dans le quartier pour repérer les points de deal. Et je dis non, je suis journaliste. Et là, il y en a un qui me dit mais journaliste, mais quel genre de journaliste vous êtes ? Vous êtes au chômage ? On vous voit tout le temps là, à traîner, mais qu'est-ce que vous faites ? Je lui explique, je suis là pour prendre la température de votre ville, puis parler de votre ville de manière différente. Et donc, comme ça, pendant plusieurs jours, j'ai rencontré à la fois des responsables associatifs, des élus, des responsables religieux. Je suis allé à l'église, je suis allé à la mosquée, j'ai traîné dans les commerces. Et j'ai vu beaucoup d'habitants. Ils me parlaient de leur vie, puis on parlait de Charlie. Et je comprenais bien que c'était un sujet qui était un peu délicat, parce que à la fois, ça leur paraissait très lointain. Charlie, on était à 25 mètres de là où avait eu lieu le massacre, et ils ne se sentaient pas directement concernés. Et puis, je sentais aussi qu'il y avait une espèce de méfiance, parce qu'une partie de la population des Ulysses, c'est une confession musulmane. Et il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y a eu de nombreux actes anti-musulmans en France après les attentats qui ont visé Charlie, puis l'hypercacher. Et certains se sentaient carrément montrés du doigt, enfin une espèce de sentiment de stigmatisation qui émergeait au fur et à mesure que je discutais avec les gens. Et je me souviens que j'avais rencontré un jeune homme qui buvait dans un café. Au début, il ne voulait pas me parler. Après, je lui ai expliqué, mais je suis journaliste, je travaille pour La Croix. Il m'avait répondu, ça m'est resté en mémoire. Ah, La Croix, c'est pas un journal communautaire qui dit du mal les musulmans. Il était dans cet état d'esprit-là. Il y avait une espèce de grosse méfiance. J'ai aussi rencontré Abdelhak Awinti, qui est président de l'association des musulmans de la ville. J'ai passé beaucoup de temps avec lui parce qu'il m'a invité plusieurs fois à la mosquée, qui faisait aussi partie d'une association de dialogue interreligieux aux Ulysses. Il m'avait assez bien expliqué à quel point les membres de sa communauté s'étaient sentis stigmatisés, montrés du doigt après les attentats. Il m'avait aussi expliqué qu'il avait participé au rassemblement après les attentats et que ça lui a été reproché par certains membres de sa communauté et que c'était quelque chose qui restait un sujet très sensible aux Ulysses. Et ce qui m'avait aussi littéralement sauté aux yeux, c'est que quand on était à Paris, les affichettes avec le slogan « Je suis Charlie », on en voyait partout.
On envoyait afficher sur les vitrines des commerces, on envoyait afficher sur les vitres des appartements, on envoyait dans les locaux de Bayard, par exemple, on envoyait sous forme d'autocollants, parfois sur les voitures, sur les vélos. C'était quelque chose qui était resté dans le paysage. Là-bas, ça apparaissait nulle part. On n'en voyait pas du tout. Et à force de traîner, j'en avais repéré une affichette qui était une espèce de feuille A4 qui était collée à une fenêtre, un appartement. C'était un petit immeuble de 3 étages, et c'était au 2e étage. Je suis passé plusieurs fois devant cet immeuble pour essayer de savoir qui habitait là. J'ai essayé de rentrer dans l'immeuble, mais l'immeuble était fermé, il y avait un interphone. Je ne voyais personne. Et donc, c'est comme ça, jamais je ne saurais qui est derrière cette fenêtre. J'ai continué ma quête de témoignages et j'ai contacté une enseignante qui était très engagée dans les associations localement, qui était prof d'histoire géo et d'éducation civique dans un collège. Et je me suis dit, elle, forcément, elle doit être Charlie. Parce que c'était un peu l'image que j'avais, donc je l'ai rencontrée, elle m'a fait rentrer dans son collège. À cette occasion-là, j'ai pu constater le niveau sonore que pouvait encaisser un enseignant dans un collège aux Ulysses. C'était assez impressionnant. Et donc elle m'a expliqué à quel point ça avait été difficile pour elle de parler de Charlie avec ses élèves. Mais elle m'a dit qu'elle-même n'était pas Charlie du tout, en fait. Parce qu'elle trouvait que c'était un journal misogyne, que c'était un journal qui était plutôt islamophobe, et que c'était pas un humour du tout qui la faisait rire. Donc je suis parti là, j'ai dit tiens, c'est quand même... je ne sais pas ce que je pensais trouver, mais bon, et j'ai continué à chercher qui habitait derrière cette fameuse fenêtre où il y avait l'affichette « Je suis Charlie ». Et à force, j'ai vu une dame au balcon, je l'ai hélée, j'ai fait signe de la main, je lui ai expliqué en criant un peu ce que je faisais, elle m'a débloqué la porte, elle m'a fait monter, je suis rentré chez elle. C'était en fait une dame assez âgée qui s'appelait Mireille, qui avait une 60aine, qui avait été longtemps employée dans les cantines des Ulysses. Elle travaillait comme cuisinière dans les cantines, qui n'était absolument pas militante et qui avait collé cette affichette « Je suis Charlie » tout de suite après les attentats. Et pour elle, c'était une manière de dire qu'elle ne se sentait pas complètement raccord avec ce qui était devenu sa ville, en fait. Donc elle ne disait pas qu'elle était raciste, mais ça la gênait de voir de plus en plus de femmes voilées, de femmes avec des burqas dans sa ville. Ça la gênait de voir de plus en plus de jeunes traîner. Et c'était un peu aussi assez décontenançant parce que ce n'était pas du tout non plus l'image que j'avais des gens qui étaient Charlie, soi-disant. Et avec tout ça, j'ai eu beaucoup de témoignages qui se sont accumulés. Et donc, on a décidé de passer ce reportage pour les 3 mois de l'attentat, donc début avril. Et finalement, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à l'écrire parce que j'avais certes beaucoup de témoignages, mais je trouvais que ça illustrait assez bien à la fois la complexité des sentiments contradictoires parfois qu'avaient suscité ces attentats, et ça montrait bien aussi la complexité de la société française avec des gens extrêmement différents. Donc cet article a été publié le 10 avril 2015, accompagné d'une interview de Régis Debray et puis d'autres paroles d'eux, où on faisait à peu près tous le même constat, lui, le philosophe, et moi depuis le terrain, c'est que l'effet Charlie, en fait, il avait duré quelques jours et qu'il n'avait pas touché toute la France et qu'on était passé à autre chose et que les gens étaient revenus à leur vie quotidienne, avec leurs problèmes du quotidien, et que ça n'avait pas non plus bouleversé la société française, peut-être au-delà du cercle des gens qui étaient le plus concernés. Par la suite, j'ai continué à aller aux Ulysses pendant 3 mois, toutes les semaines, pour raconter, au-delà de ce premier grand reportage, ce qu'était la vie d'une banlieue, pour sortir un peu des clichés sur la banlieue dont on parle toujours quand les voitures qui brûlent, la banlieue dont on parle toujours pour les histoires de drogue ou de violence. Et l'idée, c'est de raconter le quotidien un peu d'une ville de banlieue moyenne en France. Et donc, j'ai pu là aussi voir l'extrême diversité de la population dans une ville de banlieue comme les Ulysses, où j'ai rencontré des personnes qui sont d'origine portugaise, polonaise, ivoirienne, marocaine, éthiopienne, et puis des gens qui venaient de différentes régions de France ou des Antilles. Et ce que j'en avais gardé dans cette galerie de portraits, c'est que malgré tout, malgré ces attentats, malgré cette peur d'une explosion de la violence, une micro-société comme celle des Ulysses qui était faite de plein de communautés différentes, cette micro-société n'avait pas explosé. Les gens avaient continué. Alors, je sais que le vivre ensemble est une expression qui est un peu galvaudée, mais les gens avaient continué à vivre ensemble, à discuter ensemble, à fréquenter les mêmes marchés, à fréquenter les mêmes commerces, à fréquenter les mêmes cafés, et que la vie avait repris tout simplement. En tout cas, ce que j'ai retenu de cette expérience,
Ça m'a un peu conforté dans les convictions que j'avais déjà, mais ça m'a vraiment renforcé dans ces convictions-là, c'est que le terrain, c'est ce qui est le plus important. Il faut toujours aller à la rencontre des gens, il faut toujours aller les écouter sans les juger, il faut toujours prendre le temps de parler et pas se contenter de rencontrer des responsables associatifs ou des élus dont la parole est certes importante, mais ça sert aussi d'aller voir les gens sur le terrain, de traîner dans les marchés, dans les cafés et qu'on finit toujours par avoir des bonnes surprises. Et puis ça m'a aussi conforté dans une autre idée que j'ai, c'est qu'il ne faut pas partir avec des idées préconçues. Il faut prendre le temps, il faut parler avec les gens, il faut les écouter en toutes circonstances. Et pour la petite histoire, ce reportage qui s'appelait Aux Ulysses sur les traces de Je suis Charlie, je l'ai ensuite présenté à un concours qui est organisé chaque année par une fondation qui s'appelle la Fondation Varenne. Et ça, c'était en septembre, donc longtemps après. J'en ai plus entendu parler pendant plusieurs semaines. Et puis un jour, j'étais reparti en reportage. Cette fois-ci, j'étais en Auvergne et c'était le 12 novembre 2015. Et je me rappelle bien de la date. Et j'étais parti à la rencontre de réfugiés qui venaient de Calais. On venait juste de démembrer le grand camp de Calais, qui était ce qu'on appelait la jungle. Et donc, ils avaient été répartis un peu partout en France. Et là, j'allais rencontrer des gens qui avaient été relogés dans une ancienne colonie de vacances qui était dans un petit village auvergnat. Et donc, je marchais sur la route pour aller, parce qu'il n'y avait pas de transport pour y aller. Je marchais pour aller à leur rencontre. Et j'ai reçu un coup de fil. Et donc, c'était un confrère qui me disait « Ah, tu sais, ton article sur les Ulysses, tout ça, il a eu le prix Varenne, tout ça. » Je ne savais pas. Et j'étais tout content. Et donc, j'ai rencontré des gens dans ce village. Et je m'apprêtais à écrire ce reportage. Ce reportage, je ne l'ai jamais écrit, en fait, parce que le 13 novembre, il y a eu d'autres attentats et que tout ça a balayé cette actualité immédiatement. Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Le reportage de Pascal Charrier aux Ulysses, après l'attentat contre Charlie Hebdo, est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du récit est un podcast original de La Croix.